Silence, on viole. C'est par ces mots combien terrifiants, inscrits sur le t-shirt d'une femme assurément désespérée de la localité de Luvungi, que je vais commencer mon récit. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdemoiselles, mesdames et messieurs du public, c'est 30 juillet 2010, Luvungi, localité située à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, a été assiégée par plus de 200 assaillants que les rapports concordants des Nations Unies et des organisations humanitaires considèrent comme faisant partie des forces de libération du Rwanda, FDLR, et leurs alliés qui opèrent impunément sur le territoire congolais. Du 30 juillet au 2 août, soit pendant 4 jours, ils ont fait régner la terreur et violé systématiquement les femmes de Luvungi. Violé le 30, récidive de viol le 31, encore viol le 1er et toujours viol le 2 août. Ils ont assouvi à satiété leurs bas instincts et tranquillement, tous sont repartis en forêt sans aucune réaction de l'autorité étatique ni de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, dont un contingent de casques bleus indiens se trouve à une trentaine de kilomètres du lieu du forfait. C'est seulement 2 semaines après que les humanitaires des passages dans cette localité ont appris la triste nouvelle et l'ont propagée. Bilan macabre, mais somme toute provisoire, de cette funeste opération: 303 civils violés, dont 235 femmes, 13 hommes, 52 filles et 3 garçons mineurs, dixit le rapport préliminaire du Haut Commissariat des Nations Unies sur le droit de l'homme. La situation des droits des femmes en République démocratique du Congo n'est pas élogieuse. Au moins 200 000 femmes ont été violées depuis 1996, selon les chiffres officiels publiés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Je dis bien 200 000 femmes violées depuis 14 ans. Ce qui représente quoi? Ce qui représente 14 286 femmes violées par an, soit 39 viols par jour, donc 2 viols par heure. Effarant, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas à tort que la presse attribue à l'envoyé spécial de l'ONU, chargé de violences contre les femmes et les enfants, Madame Margot Wallström, les propos selon lesquels la République démocratique du Congo est la capitale mondiale du viol. Ou encore ceux attribués à Melissa Fleming, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, selon lesquels le viol dans ce pays est endémique. Pour les organisations non gouvernementales locales, la situation est simplement épouvantable. Mais que s'est-il passé exactement du 30 juillet au 2 août à Luvungi? La victime qui s'est confiée à moi et que j'ai rencontrée dans la localité de Luvungi est une femme mariée, âgée de 35 ans et qui a été violée en présence de son mari et de ses 2 enfants mineurs. Elle me raconte qu'au soir de ce 30 juillet, armés de machettes et de grenades, les FDLR et alliés ont fait irruption sur Luvungi, prétextant sécuriser la population. Sans suspicion aucune, les chefs des clans nous ont proposé de faire la cuisine pour les hôtes. Quoi de plus normal dans une région où l'hospitalité est une règle d'or? Après un copieux repas gentiment servi, nous avons entendu des sons de cloches. Et du coup, changement d'attitude, les assaillants ont commencé à piller nos maisons et à nous violer. Les viols s'est déroulés à tour de rôle. Un groupe viole et un autre se met en embuscade à la lisière de la forêt pour dissuader le fuyard. Le modus operandi pour réaliser ce forfait est hautement humiliant. 4 malabars à la mine patibulaire opèrent tel un chirurgien sans anesthésie. Devant notre case, ils me font tomber au sol. Le premier me bloque les 2 bras étendus vers la tête. Le deuxième écartèle et neutralise ma jambe gauche. Le troisième la jambe droite. Et le quatrième introduit ses mains dans mon vagin, prétextant chercher de l'or et du diamant. Et comble d'humiliation, essuie ses mains sur mon visage et passe à l'acte de viol sous le regard confus
de mon mari et de mes 2 enfants qu'ils ont pris soin de ligoter. Depuis ce tragique événement, la vie est devenue un calvaire. Je ne sais plus dormir. Pour peu que j'ai atteint le sommeil, je me réveille aussitôt en proie à de terribles cauchemars. Ni mon mari, ni mes enfants, ni moi-même. Personne ne sait plus regarder l'autre dans les yeux. Le repas traditionnel autour du feu n'existe plus. Mon mari se plaint de ne plus avoir de libido. Les membres de sa famille l'incitent au divorce. Enfin, elle me demande, maître, que me conseillez-vous? Et moi de répondre, mais va déposer plainte à la police ou au parquet. Réponse cinglante et spontanée de sa part. Déposer plainte? Mais c'est signer mon arrêt de mort. Non, 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 je ne veux pas être l'icône d'une affaire de viol. Et pourquoi lui ai-je demandé? Elle retorque, d'abord, je redoute d'être ostracisé par ma communauté. L'ostracisme, le mot est lancé. En effet, selon les coutumes locales de Nyanga, ethnie majoritaire à Luvungi, mieux vaut mourir que de reconnaître officiellement avoir été violé. Ensuite, je crains des représailles. En effet, ce 5 octobre 2010, le gouvernement congolais s'est vanté d'avoir interpellé une personne dans le cadre de cette enquête. Ah, plus de 200 violeurs présumés, une seule interpellation après plus de 2 mois d'enquête. La crainte de représailles de ma cliente est donc fondée au regard du nombre des assaillants qui courent encore les rues et les villages. Et de là à se demander si la protection des droits des femmes constitue un souci majeur pour le gouvernement. Fort malheureusement, le cas de ma cliente n'est pas isolé. Sous le poids des coutumes locales, mais également de la crainte des représailles, plusieurs femmes violées préfèrent souffrir dans le silence et dans l'anonymat. Elles sont psychologiquement traumatisées, physiologiquement affaiblies et socialement rejetées. Les statistiques officielles du ministère congolais du genre et famille datant de 2008 sont d'ailleurs alarmantes. 22% des femmes violées sont atteintes du sida et ce chiffre monte à 52% lorsque l'on inclut les autres maladies sexuellement transmissibles. Cette souffrance est exacerbée par un manque notable d'accès aux soins de santé primaires. Pour tous les traumatismes subis, l'hôpital de référence n'a pu offrir que du paracétamol, qui est un antidouleur, sans aucun examen approfondi ni une aide psychologique adéquate. Messieurs et dames membres du jury, que l'on ne se trompe pas. Les viols de masse commis à Luvungi et environ ne sont pas des actes isolés. C'est une arme de guerre, savamment pensée, prévue et organisée par d'obscures officines militaro-affairistes qui considèrent désormais le corps de la femme comme un nouveau champ de bataille propice pour atteindre leurs objectifs. En essaimant intentionnellement des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles, y compris les sida, les assaillants cherchent à détruire la famille et la communauté. En instaurant la terreur sexuelle de masse, ils visent l'anéantissement de toute résistance. En effet, le mari et les enfants d'une femme violée sont souvent moralement atteints et n'ont plus la force de résister. En instaurant cette terreur, ils créent un esprit de peur et de panique chez la femme et la fille qui ne peuvent plus se rendre ni au champ, ni à l'école située dans la localité voisine. Ils tuent l'avenir de la femme, c'est un fémicide. Mesdames et messieurs, les faits aussi cruels et inhumains, tels que brièvement décrits, invitent à ce que l'on établisse, fût-ce à titre indicatif, des responsabilités à charge de l'État congolais. En s'abstenant d'affecter les policiers et les forces armées dans une localité de 2200 habitants, située dans une région en proie à une insécurité permanente, l'État congolais est complice de la tragédie qui frappe les femmes. Il est également, lorsqu'il ne diligente pas avec rigueur et célérité les enquêtes pour poursuivre les assaillants. Il est davantage lorsqu'il laisse impunies les rares personnes arrêtées. Les dispositions pertinentes de la Constitution congolaise qui érige les violences sexuelles en crime contre l'humanité, articles 14 et 15, son code pénal, articles 170 et 171, et sa nouvelle loi sur les violences sexuelles datant de 2006 ne servent que de faire valoir. L'adhésion et la ratification par la République démocratique du Congo
des instruments internationaux tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'homme, ne servent que de simples alibis pour s'ériger au rang de nations à visage humain. À charge de la mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, dois-je rappeler que cette mission est la mission de paix de l'ONU la plus importante de la planète, avec ses 20 000 soldats, à laquelle la résolution numéro 1925 du 28 mai 2010 du Conseil de sécurité confère le mandat explicite de protéger les civils. Elle a superbement failli à sa mission. Monsieur Atoulkar, adjoint au chef des opérations de maintien de paix de l'ONU, a fait aveu d'échec pour elle en y reconnaissant une responsabilité limitée mais partagée avec l'État congolais. À charge des institutions coutumières locales, le système coutumier local n'est pas exonéré de toute responsabilité. Si certaines coutumes traduisent certes l'aspiration profonde des populations de vivre en harmonie avec le milieu, il en est d'autres qui sont avilissantes. Ces dernières participent de la responsabilité d'un repli sur soi de la femme violée, de son silence et enfin de son rejet par sa communauté. Mesdames et messieurs les membres du jury, mais qui peut entendre ces femmes? Il n'y a de meilleure tribune pour faire entendre la voix des femmes sans voix violées de Luvungi et du Congo en général que celle qu'offre le mémorial des camps. 200 000 viols depuis 1996. Quelques dizaines de personnes arrêtées, mais aussitôt relâchées. L'impunité totale. Il est temps que les personnes éprises de justice et de paix, et je sais qu'on en compte parmi vous, ici et ailleurs d'ailleurs dans le monde, et j'invite chacune et chacun de dire en l'expression qui lui convient la mieux, non, ça suffit. 200 000 viols en 14 ans, ça suffit. Le corps de la femme n'est pas un champ de bataille. Il est le temple de la vie. Il n'y a pas d'avenir sans la femme. Je vous remercie.